Écoutez, je vous propose que nous démarrions cette cinquième matinale de la prospective co-organisée par la Société d'encouragement pour l'industrie nationale et le CEREMA. Alors, elle a pour thème l'apport de l'intelligence artificielle dans l'adaptation des territoires. Et sans plus attendre, je vais vous présenter les 5 intervenants de cette matinale par ordre alphabétique. Alors, je vais commencer par Marlène Debanque, qui est ingénieure de projet numérique et experte spatiale au Shift Project, donc groupe qui a été créé, je crois, en 2010 par Jean-Marc Jancovici, qui est bien connu des personnes qui sont dans cette salle. J'en profite aussi d'ailleurs pour saluer les 300 personnes plus de 300 personnes qui sont en train de nous regarder depuis chez eux en direct. Pascal Berthaud, directeur général du CEREMA. Ensuite, Laurent Félix, qui est le directeur général d'Equimetrix et vice-président de la Convention des entreprises pour le climat. Gabrielle Gay, qui est enseignante au Conservatoire national des arts et métiers et co-conceptrice du baromètre IA4 Impact. C'est bien ça ? Bien. Et enfin, Claire Monteleoni, qui est chercheuse américaine titulaire de la chaire Choose France AI, créatrice d'une nouvelle discipline qui est justement l'informatique climatique. Et vous êtes directrice de recherche à l'INRIA depuis 2 ans et demi, c'est bien ça ? Bien, alors une fois n'est pas coutume, je vais prendre 3 minutes 30 pour introduire nos échanges. Et je voudrais tout d'abord démarrer en vous indiquant que le thème de notre matinale d'aujourd'hui s'inscrit dans un moment où se rencontrent pour moi 2 grandes mutations contemporaines. D'un côté, on a l'urgence climatique et l'impératif de réinventer nos manières d'habiter, de consommer, de planifier, d'aménager les territoires. Et de l'autre, l'émergence fulgurante d'une technologie que personne, ou presque, n'avait vraiment anticipée à cette échelle il y a encore 2 ans, l'intelligence artificielle générative. Alors, l'IA générative est apparue dans l'espace public à la fin de l'année 2022 avec le lancement de ChatGPT. Alors, en quelques mois seulement, elle a été adoptée à une vitesse inédite, en particulier par les jeunes générations qui y ont vu non pas un gadget, mais un véritable prolongement de leur capacité à apprendre, à créer et même à se confier, parce que j'ai vu qu'il remplaçait pas mal de psy. Alors, cette technologie transforme déjà en profondeur notre manière de concevoir notre société, notre monde, mais aussi, spectaculaire soit-elle, elle n'a pas encore trouvé sa place pleine et entière dans nos institutions, ni dans les politiques publiques territoriales. Elle n'a pas de cadre clair, pas de bilan énergétique ou sociétal pleinement consolidé, on va en parler, car derrière l'apparente légèreté d'une image générée à la demande se cache en fait une infrastructure matérielle massive et énergivore. Car l'IA générative repose sur des data centers dont les consommations électriques dans le monde pourraient, selon l'Agence internationale de l'énergie, plus que doubler d'ici 2030, passant de 415 TWh aujourd'hui à plus de 945 TWh par an sous l'effet de la croissance de l'IA en particulier, avec un scénario, il existe aussi un scénario un peu plus grave encore. Certains modèles anticipent jusqu'à 1300 TWh par an à l'horizon 2030, soit plus de 5% de la consommation électrique mondiale. Alors, face aux États-Unis, le pays le plus avancé dans ce domaine, l'Europe ambitionne de rattraper son retard avec des projets comme Invest AI, qui prévoit 20 gigawatts d'infrastructures IA d'ici 2030, pour un coût estimé entre 500 et 700 milliards d'euros, incluant le matériel, le raccordement électrique et les plateformes logicielles. La France vise de son côté à se positionner comme une puissance d'équilibre, soucieuse de garantir sa souveraineté numérique, tout en prenant en compte les considérations écologiques. Pour cela, nos gouvernants entendent mobiliser rapidement plusieurs gigawatts de puissance, accélérer les raccordements, sécuriser les sources d'énergie, anticiper les conflits d'usage et surtout planifier ce développement dans une logique de sobriété numérique et de durabilité territoriale. Au cœur de cette ambition écologique hexagonale, il y a la question territoriale: où héberger ces IA, à quel coût, avec quelles ressources énergétiques, sur quel foncier, pour quels usages publics.
Si elle est bien pensée, l'intelligence artificielle générative peut devenir un levier puissant d'aide à la décision. Elle peut contribuer à renforcer la capacité, la capacité d'action des collectivités locales, des agences d'urbanisme, des établissements publics d'aménagement, des chercheurs et des citoyens. Et cela en prenant appui sur la modélisation des risques, sur la simulation d'aménagement grâce à la concertation augmentée et en prenant appui sur des prévisions climatiques ou hydrologiques de qualité. C'est bien l'objet de notre matinale de ce jour, ouvrir le champ des possibles, partager les premières expérimentations, confronter les points de vue, formuler des orientations collectives, éclairer les choix à venir. Ensemble, nous allons ici explorer avec nos invités les cas d'usage concrets, les apports réels, les limites, les conditions de réussite et les exigences éthiques d'une IA territoriale au service en particulier de la transition écologique, car l'intelligence artificielle n'est pas un destin, c'est un outil, et comme tout outil, elle dépend du projet que nous voulons lui donner. Donc merci aux intervenants et à vous ici, public, d'être aujourd'hui avec nous pour analyser et construire ce projet ensemble. Voilà, cette introduction un peu longue, je pense avoir tenu dans mes 3 minutes 30, étant faite, je vais tout de suite démarrer la première partie de nos échanges qui va tourner autour de justement l'exploitation de l'intelligence artificielle entre enjeux économiques, énergétiques, souveraineté. Est-ce que cette IA s'apparente-t-elle à une révolution pour l'humanité ? Est-ce qu'on va se partager entre inquiétude et exaltation ? Et donc ma première question, elle va s'adresser à Marlène Debanque. Donc j'ai vu que le 6 mars dernier, l'équipe numérique du Shift Project a publié un rapport intermédiaire sur le thème intelligence artificielle, données, calcul, quelles infrastructures dans un monde décarboné. Alors, faut-il craindre le coût écologique de l'intelligence artificielle ? Quels sont les enjeux croisés de l'intelligence artificielle et on va naviguer ici entre politique d'atténuation et d'adaptation face au réchauffement climatique. Eh bien, Marlène, vous avez la parole pour 5 minutes. Ça marche. Bonjour à toutes et tous. On va commencer directement. Faut-il craindre le coût environnemental ? La réponse est oui. Et même, il va falloir tranquillement dépasser le stade de la crainte parce que c'est un coût environnemental avéré. Donc maintenant, il va falloir le piloter, le décarboner, faire une stratégie, tout ça, comme d'habitude, comme pour les autres secteurs. C'est pareil pour la mobilité, c'est pareil pour l'aviation, c'est pareil pour tous les autres secteurs. On va regarder les émissions et puis on va descendre tranquillement. Donc vous avez donné les chiffres en térawattheure. Ce qu'on essaye de faire au Shift Project cette année, c'est de faire la traduction en émissions de gaz à effet de serre de ce chiffre, qui pour l'instant ne navigue pas encore dans l'espace ni public ni trop diplomatique. L'ordre de grandeur un petit peu, c'est en 2020, on est peut-être que pour à peu près à 200 mégatonnes de CO2 équivalent seulement pour les centres de données et les serveurs. Je ne parle pas des réseaux, je ne parle pas des terminaux, etc. Et en 2030, on s'oriente vers un peu moins d'une gigatonne. Donc en 10 ans, on s'est mis 1 gigatonne de CO2 équivalent dans l'atmosphère juste pour les serveurs. Là, à peu près 50% de ça, c'est les accélérateurs d'IA, pour donner un peu l'ordre de grandeur. Donc maintenant, voilà, on a cette gigatonne. Ça n'a pas prévu de s'arrêter après 2030-2035. Je n'ose même pas vous donner le chiffre pour 2035, parce que j'en ai encore des petites... Allez-y. Des petites, alors, nous sortons notre rapport final le 1er octobre, et donc on donnera ce chiffre le 1er octobre. Mais en fait, c'est juste très impressionnant de voir cette trajectoire finalement d'émissions qui va très à la hausse. Alors qu'avec des objectifs de décarbonation un peu comme tous les autres secteurs, on prend les émissions en 2020, puis on essaye d'aller vers une cible déjà très difficile de moins 90% en 2040 ou en 2050. Et là, effectivement, on voit ces deux trajectoires qui ne suivent pas du tout des directions qui sont en fait compatibles, quoi. À ma connaissance, il n'existe pas de scénario net zéro qui sache absorber 3 gigatonnes de numérique en 2050. Donc, on a vraiment un problème sur cet ensemble d'émissions. À quoi c'est dû ? Donc, il y a plus 600 TWh à peu près, c'est que les accélérateurs d'IA. Donc ça, c'est pour la partie énergie. Et dans l'usage de l'IA,
les scénarios pour 2030 disent que c'est à peu près 95% de cette énergie qui est pour l'IA générative, utilisée de manière, on va dire, très généralisée et très massive dans des inférences. Pour donner un peu l'ordre de grandeur. Et les autres usages d'IA, on va dire, c'est 5% de ce résultat final. Quand on fait la traduction en mégatonnes de CO2 équivalent, on regarde la part de l'électricité pour la partie consommation, la phase d'usage, donc ça c'est les chiffres de l'IEA que vous mentionnez, mais on est aussi obligé de regarder l'empreinte carbone à la fabrication des équipements, sachant que voilà, les accélérateurs d'IA, c'est des équipements qui ont des durées de vie très très courtes, qui coûtent très très cher, et donc on essaye de les amortir très vite. L'ordre de grandeur à peu près au niveau monde, c'est 75% de l'empreinte carbone pour l'usage et 25% pour la fabrication. C'est à peu près ça les ordres de grandeur avec lesquels on navigue. Dans les années derrière nous, il y a eu un peu une espèce de fausse opposition dans le débat sur est-ce que l'efficacité va pouvoir réussir à maîtriser la consommation énergétique. Ça, c'est un débat qui est un peu derrière nous, parce que le fait est que là, on est vraiment sur une nouvelle offre d'IA. Donc, c'est pas une tension entre une petite offre, je sais pas quoi, avec un espèce d'effet rebond et de l'efficacité. Non, c'est une nouvelle offre, elle est gratuite, parce qu'il y a les 700 milliards d'investissements qui sont derrière, donc il n'y a même pas de signal prix là, dans cette industrie. Donc là, c'est plus un sujet, finalement, pas d'efficacité, parce que de l'efficacité, il y en a énormément. Il y a des chiffres sur les années derrière nous du x500. Donc oui, il y a des gens qui font de l'efficacité de fou et qui y arrivent très bien, mais en fait, c'est juste que l'offre est tellement grande par rapport à l'efficacité qu'on est capable d'avoir. Donc c'est plus un problème d'offre à ce stade. Et après, dernier terme de l'équation de Kayak, vous connaissez, l'énergie. Donc en France, elle est bas carbone, et il y a des pays où elle est bas carbone. Sauf que là, l'IA, c'est pas que en France. Et donc, il y a un peu une course à l'énergie. Il y a voire pas assez d'énergie bas carbone disponible. Et donc, on relance la production de centrales à gaz, on installe des centrales à gaz. En France, par exemple, on fabrique les turbines pour les centrales à gaz pour ces nouveaux data centers, on construit des nouveaux pipelines à gaz pour ces data centers, et donc ça nous flanque un peu en l'air un morceau de la transition énergétique au niveau mondial. Voilà. Bien, donc c'est chiant que ça soit clair et que ça soit clair. Voilà. Ça, c'est ce qui se passe au niveau monde. Maintenant, oui. Nous, au niveau France, on redescend un petit peu. On va zoomer chez nous, oui. C'est presque un peu plus facile. Donc, on a quand même à gérer ce niveau monde qui existe. Et de toute manière, le moteur de l'offre, il est plutôt au niveau mondial. Au niveau France, et ça, c'est des choses qu'on ne cesse de rappeler au Shift, nous n'avons pas d'énergie fossile en France. Donc, un modèle qui repose sur le gaz, ça va être difficile pour nous pour fonctionner. Et donc, on est plutôt en train de regarder la question de est-ce qu'on a assez d'électricité disponible ou pas pour installer des data centers, dans quelle mesure, etc. Et donc là, on a un sujet aussi d'interaction avec le reste de la transition énergétique, qui est que pour alimenter les data centers, donc on part aujourd'hui à peu près à 10 TWh de consommation pour les data centers en France, avec à peu près 10 TWh pour nos usages sur des data centers à l'étranger. Donc ça, c'est ce qu'on consomme aujourd'hui en tant que Français. À horizon 2035, on est à peu près là en train de se dire qu'on va installer entre 35 et 40 TWh pour les centres de données. Or, il ne vous aura pas échappé qu'on installe beaucoup d'énergie bas carbone partout sur le territoire pour la transition énergétique, pour décarboner les usages qui ont un besoin de décarbonation par cette voie-là. Donc la mobilité, certains procédés industriels qui seraient très compliqués à décarboner autrement, la fabrication d'e-carburants, etc. Et donc l'ordre de grandeur un petit peu là sur ces 40 TWh pour les centres de données, c'est que c'est à peu près un tiers de l'électricité qu'on est en train de rajouter là entre 2020 et 2035. Donc à chaque fois qu'on installe une éolienne, une centrale nucléaire, c'est pas tant pour les voitures électriques, c'est plutôt pour les centres de données. Ce qui pose deux questions. C'est quand même énorme, un tiers. Hein. Pardon ? C'est énorme, un tiers. C'est pas négligeable, effectivement. Et donc, ce que ça, les deux soucis que ça pose, donc c'est un peu un conflit d'usage sur l'électricité entre des besoins pour la transition énergétique, des besoins pour les centres de données et peut-être aussi, dans une certaine mesure, des questions de réindustrialisation. Donc il y a un peu un triptyque là qui peut se batailler de l'électricité.
Et ça pose aussi un signal en termes de politique publique, parce que une fois qu'on installe 1,4 gigawatts de centre de données à côté de chez vous, il y a peu de chances que vous baissiez le chauffage l'hiver de 2 degrés pour consommer moins d'énergie. Enfin, ça peut être un peu plus difficile à comprendre et accepter. Voilà. Bien, écoutez, donc on voit bien là, avec en vous écoutant que y a bien sur le changement climatique, c'est une pièce à deux faces. Hein. Il y a l'atténuation, l'adaptation. Donc là, on va beaucoup discuter d'adaptation, mais là, ce que vous nous annoncez, que ce soit à l'échelle internationale ou à l'échelle française, on est quand même sur une trajectoire de consommation énergétique croissante. Alors, je ne sais pas si vous avez fait des simulations sur les nouvelles centrales nucléaires et le pas de temps pour les mettre en place au regard des besoins des data centers, etc. Est-ce que vous avez fait ce travail ou pas du tout ? Ce qui est sûr, c'est que souvent la centrale nucléaire pour le data center, c'est une solution qui peut être envisagée, mais une fois qu'elles seront construites, donc c'est du post-2035 et du post-2040. Oui. En attendant, on prend les LEC là où elle est dispo. Donc au niveau monde, c'est gaz, charbon dans les zones concernées. Et en France, en ce moment, on a à court terme de l'électricité disponible, mais la question c'est, le centre de données il va être là pendant 20 ans. Est-ce que dans 20 ans, ça a toujours du sens d'avoir donné aujourd'hui 40 TWh à ce centre de données et pas à l'industrie qu'on était en train d'électrifier. Donc voilà, donc il y a la réponse, on va dire, long terme et la réponse court terme qui est de prendre là où il y a de l'élec disponible, sachant que ce problème d'élec, là, je l'ai décrit à l'échelle de la France, mais en fait, il se pose pour chaque pays d'Europe. Il y a des pays qui sont déjà complètement saturés, l'Irlande, l'Islande, les Pays-Bas qui commencent à en plus pouvoir, les files d'attente en Italie et au Royaume-Uni, elles sont pleines à craquer. Donc il y a des enjeux dans chacun de ces pays et peut-être que ça serait malin d'imaginer aussi un travail de coordination entre un peu tous ces pays parce qu'il y a fort à parier que dans les files d'attente, il y a un peu les mêmes projets pour saturer les files d'attente. Sauf qu'en même temps, c'est un élément de souveraineté, hein, et donc les coopérations ne sont pas forcément évidentes. Sur ce sujet, dernière petite question. Ah, oui, Pascal, tu prends... Non, c'était une blague. J'ai une super idée. On pourrait faire l'Union européenne. Absolument. Je parlais juste de faire un petit check sur ce qu'il y a dans les files d'attente, pour vérifier que pas tout le monde a la même chose dans sa file d'attente. Juste une dernière question. Est-ce que le Shift Project a analysé les innovations technologiques sur le refroidissement des composants des data centers? Parce que je me rappelle d'il y a quand même une petite dizaine d'années, lorsque j'étais au service d'intelligence économique, j'avais suivi des technologies de refroidissement par bain d'huile, dans lesquelles on pouvait récupérer les thermis pour faire du chaud, du froid. Et 10 ans après, ça n'est toujours pas sorti. Il y avait 2 ou 3 technologies françaises, un peu en concurrence, faut bien le dire. Et c'est peut-être ça qui a empêché. Mais en tout cas, même au niveau des investissements, rien n'a été, à ma connaissance à ce jour, engagé en la matière, ou si ce n'est que peut-être 1 ou 2 prototypes. Vous avez un peu suivi ça ? Ce qui est sûr, c'est que nous, dans nos scénarios, on met de l'efficacité. Donc les PIE, on les fait descendre tranquillement. Ils sont limités à 1. Je ne peux pas descendre en dessous de 1 dans la courbe. Et après, sur quelles technologies sont les plus efficaces, là, du coup, ça dépend encore de plein de cas, ça dépend des critères qu'on regarde. Il y a quand même cette tension entre l'électricité et l'eau qui existe pas mal, entre les refroidissements et les technologies de refroidissement, soit sur les cartes directes, soit au niveau des serveurs, il y a encore plein de trucs différents. C'est ça, ouais. Donc... dire exactement quelle filière a eu le bon niveau d'investissement, je ne suis pas capable de le dire. Bien, toujours pour rester sur cette même première thématique, et je dirais sans transition, je vais poser la question à Gabriel. Pouvez-vous nous dire en quelques minutes également en quoi consiste la mission IA4 Impact qui s'est... Fort. Oui, mais je... Non, mais j'ai bien compris. J'avoue que j'essaie d'éviter au maximum les anglicismes, donc je crains d'avoir quelques sujets avec vous tout à l'heure. Mais voilà, vous avez cartographié les usages actuels, les freins, les attentes,
Pouvez-vous nous en parler, dire un peu l'ambition que vous avez de créer une référence annuelle pour guider les décideurs à prendre les bonnes décisions. Donc vous avez 5 minutes pour nous expliquer votre démarche. Merci beaucoup. Alors pour essayer d'éviter d'écorcher les oreilles, on va dire l'intelligence artificielle pour l'impact. Très bien. Et donc c'est une première étape vers un autre projet qui s'appelle AI for Society, qui sera donc l'intelligence artificielle pour la société. L'ambition est de voir de quelle manière on peut, en matière d'intérêt général, avoir l'utilisation d'une intelligence artificielle qui soit le plus frugale possible, la plus souveraine possible, la moins consommatrice de ressources possible, parce que ce n'est pas seulement l'énergie, c'est consommatrice de ressources au sens large. Donc ça, c'est l'ambition pour que les acteurs de l'intérêt général puissent s'en saisir. Pourquoi je parle d'acteurs de l'intérêt général dans l'intelligence artificielle pour l'impact ? C'est l'intelligence artificielle pour à la fois, bien sûr, les acteurs, les collectivités territoriales, les institutions. C'est également pour les associations. C'est également pour les fondations d'utilité publique, d'intérêt général. C'est également pour les entreprises qui donnent ou qui investissent dans des projets d'intérêt général. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, au regard du sujet de l'intelligence artificielle, c'est important de ne pas se dire qu'il n'y a qu'un seul acteur qui peut donner sa voix sur le sujet de l'intérêt général, mais bien d'articuler l'ensemble des voix des acteurs de l'intérêt général pour savoir de quelle manière on va utiliser l'intelligence artificielle au service de l'intérêt général. Ça, pour AI for Impact, c'est le premier pas. Le deuxième pas, c'est quand aujourd'hui on interroge les différentes structures institutionnelles d'accompagnement des acteurs de l'intérêt général et notamment associatifs, quand on leur dit « Ok, l'intelligence artificielle, est-ce qu'aujourd'hui pour vous c'est un sujet ?» Ils nous disent « Oui, mais pas pour tout de suite. » Pas pour tout de suite parce que ce n'est pas l'enjeu pour le moment. L'enjeu pour le moment, c'est d'aller chercher des sous. L'enjeu pour le moment, c'est d'aller faire que nos projets fonctionnent. Et je trouve que la réponse est à la fois légitime et en même temps, il y a une sorte d'anachronie qui se met dans cette réponse. Et vous l'avez dit très bien en introduction, l'intelligence artificielle est un outil. Et donc, si aujourd'hui nos enjeux sont environnementaux, sont d'aller chercher de l'argent, sont d'améliorer l'impact, eh bien, comment l'intelligence artificielle peut contribuer à répondre à ces différents enjeux ? Et c'est ça, il me semble, le sujet pour les acteurs de l'intérêt général, au-delà, bien sûr, de tout ce qu'on a dit en introduction et qui va suivre. Donc, AI for Impact, c'est de dire, sur l'ensemble de la chaîne d'impact, en tout cas, c'est comme ça qu'on la qualifie, de la conception jusqu'à la valorisation, en passant par le pilotage, le suivi, et puis tout ce qui est, bien sûr, évaluation d'impact. Comment est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle ? On parle beaucoup de l'intelligence artificielle avec l'IA générative en ce moment, mais il y a aussi l'IA prédictive. Comment on va utiliser ces différents outils, l'intelligence artificielle, pour être au service de l'amélioration de l'impact ? Si on améliore la performance de la conception de nos projets d'intérêt général, si on améliore la qualité du pilotage de nos projets d'intérêt général, et ainsi de suite, vous l'aurez compris, sur l'ensemble de la chaîne d'impact, eh bien, l'IA va nous permettre de peut-être aller chercher moins d'argent, parce qu'on sera mieux articulés les uns avec les autres. Peut-être qu'on comprendra que sur un territoire, plutôt que de se dire « j'ai moins de ressources et je dois choisir entre tel acteur et tel acteur, alors que je sais qu'ils font du bon travail pour mon territoire », eh bien, je vais me dire en fait, quand j'ai une compréhension de ce qui se passe, une compréhension systémique de l'impact sur mon territoire, là, je vais pouvoir me dire, mais en fait, c'est pas tant à qui je donne plus ou moins, c'est comment on se parle, déjà, avant l'intelligence artificielle, comment on se parle, et comment on articule notre impact, et comment l'intelligence artificielle va être, avec ses différentes modalités, au service de l'amélioration de notre intérêt général. Et je pense que c'est là l'enjeu de AI for Impact.
Quels sont vos interlocuteurs avec qui vous discutez de toute cette belle perspective au final, hein, parce que on a démarré par un tableau quand même un peu sombre. Là, vous êtes en train, et d'ailleurs c'est le but, hein, on va quand même essayer de finir de manière très positive, mais néanmoins, donc, comment vous arrivez, avec qui vous arrivez à dialoguer et comment vous êtes entendu ou pas? Ah ouais. Alors, la bonne chose, c'est que j'ai commencé toute seule et que j'ai été rejointe très vite. Et ça, c'est vraiment un très beau signe. C'est-à-dire que je suis effectivement enseignante et je pilote un cabinet de conseil. Et ce cabinet de conseil, qui pourrait être pris comme une structure qui veut faire de l'argent, en fait, a été entendu comme une structure qui travaille avec des acteurs de l'intérêt général et qui a envie de partager sa responsabilité sociétale sur l'intelligence artificielle. Et ça, j'ai trouvé ça déjà très encourageant parce que le début de l'articulation se faisait. Et pour ça, je l'ai fait avec des partenaires qui sont à la fois des territoires, avec la NPP Territoire de Projet, avec des territoires comme Paris-Est, Marne-et-Bois, avec aussi des acteurs de l'intérêt général comme des fondations, la Fondation GRDF ou des associations sur le numérique. Et puis, pour terminer sur les partenaires, mais ça me semble important de montrer le panel, c'est aussi des acteurs comme l'Observatoire de la RSE ou bien d'autres structures. Donc, quelle est notre vision, avec qui on parle? Déjà, chacune des parties prenantes de ces partenaires. Donc ça, c'était la première partie de réponse. Et ensuite, deuxième partie de réponse, avec tout le monde et surtout avec ceux qui pensent qu'ils ne sont pas encore concernés par l'IA. Et ça, c'est vraiment un point absolument important. Tous ceux aujourd'hui qui ont conscience que l'IA existe, qu'elle a sa place, en fait, on a tous en tête des enjeux de souveraineté, etc., etc. En revanche, les personnes qui n'ont pas encore l'usage de l'IA ne voient pas à la fois l'ensemble du potentiel, ne voient pas l'ensemble des freins ou l'ensemble des risques, ou au contraire, surestiment une partie de ces freins ou de ces risques, ou en tout cas, on peut croire qu'ils le surestiment. Mais surtout, ce qui va être important, c'est de se dire où est-ce que vous avez des difficultés aujourd'hui dans la conduite de vos projets d'intérêt général. Où est-ce que vous vous dites, là, que ce soit de l'IA ou autre chose, si on me dit, je peux t'amener de la facilité, de la performance, de la compréhension, du dialogue sur ton territoire, là, j'ai besoin de quelque chose, et là, l'IA peut être au service de ça. Et c'est ce qui est important. Très bien. Est-ce que, juste sur cette première phase, est-ce qu'un des autres intervenants souhaite prolonger le propos, faire une remarque sur ce qui a été dit, ou est-ce que vous... Ah, je vois que Laurent... Oui, moi je peux sur cette première partie, bonjour à tous, c'est que pour finir de noircir le tableau, même si vous allez voir que je suis un défenseur de l'IA quelque part, mais c'est que peut-être que notre plus gros danger n'est pas un danger énergétique, même si Marlène a tout à fait raison dans son propos, c'est peut-être un danger sociétal. Moi, j'interviens auprès des entreprises et on voit aujourd'hui que dans beaucoup d'organisations, c'est un peu un outil qui est laissé un peu sans aucun contrôle. Alors, ça a des aspects positifs en termes de rapidité de compte rendu ou de choses comme ça. Mais fondamentalement, on voit que des décisions sont prises quasiment intégralement alimentées par les outils d'IA génératifs et potentiellement à très haut niveau des entreprises. Et donc là, moi, je garde que le prisme entreprise. Je pense que sur la société aussi, on a des dangers assez importants de ce point de vue-là. Mais je trouve qu'il y a aussi ce pan-là qu'il ne faut absolument pas négliger. Et heureusement, il y a beaucoup de recherches sur les sujets de l'impact sociétal de l'IA. Pascal. Oui, moi, pour faire un peu le pendant positif, hein, sans rien renier de ce que vous avez dit, auquel j'adhère, finalement, toutes les nouvelles technologies, ça a été comme ça. Quand on a eu toute la révolution de la mobilité avec l'invention du moteur à explosion il y a 150 ans à peu près, au début, c'était pas régulé. On est allé assez loin quand même. Enfin, qui se souvient que dans les années 70, en France, avec une mobilité par voiture qui était bien inférieure à ce qu'elle est aujourd'hui, il y avait 17 000 morts par an quand même.
Et bon, voilà, donc à un moment, moi j'ai une grande confiance dans notre capacité à réguler. Quelque part, l'IA, c'est pas. D'ailleurs, je trouve que le terme IA lui-même est pas très bon. En fait, c'est la capacité, effectivement, à manipuler des données 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois plus importantes que ce qu'on faisait avant. Ça n'est quand même quelque part que ça. J'entendais parler d'IA, en fait, l'IA prédictive. Ouais, enfin. Moi, quand j'étais jeune, on appelait ça la modélisation. Hein. Voilà, on a appris ça à l'école. Donc, faut aussi se dire que voilà, il y a vraiment des ruptures technologiques, mais quelque part, ça peut entraîner des ruptures sociétales, c'est vrai. Mais moi, j'ai aussi confiance sur le fait qu'à un moment, la société va se structurer pour réguler ça. Peut-être juste un mot en réaction par rapport à ça, c'est que, à la différence d'autres technologies, c'est que l'intelligence artificielle, et notamment pour l'IA générative, c'est qu'elle transforme les contenus de savoir. Et vous l'avez dit, c'est qu'aujourd'hui, on peut avoir une IA qui est intéressante et pertinente dans l'IA générative parce que la banque de savoir est générée par nos chercheurs, par des humains, alors il n'y a pas que de la production de qualité dans le monde, mais quand même, on a des bases de qualité. Et que ce qui se passe, c'est que quand on se met dans une dimension de prospective, c'est dans 40 ans, si les décisions sont prises et si les rapports sont écrits à l'aide de l'IA générative, sans des garde-fous en fait, de données de nos chercheurs, on va avoir de la donnée qui vient de l'IA générative. Et en fait, c'est tout ça qu'il faut qu'on arrive à gérer dans l'intérêt général. Alors, quand même, juste un point, c'est que j'ai lu que beaucoup pensent que d'ici 4-5 ans, l'IA sera aussi intelligente que l'humain. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, voilà, bon, ça c'est un... Les plus grands mathématiciens et les autres disent que, en fait, c'est un leurre. Pour l'instant, on n'y est pas. Oui. Bah, tant mieux. Qu'est-ce que l'intelligence ? Je veux dire, encore une fois, l'IA, c'est la capacité à manipuler des quantités extraordinaires de données avec une approche mathématique, logique, etc. Je pense que l'intelligence, il y a énormément de choses en plus que ça. Et pour continuer un petit peu par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, je vous ai dit tout à l'heure c'est chiant. Et on a dit c'est un tableau sombre. Ça l'est parce que l'IA est utile, est perçue comme utile, est efficace, productive, vous l'avez dit. Elle a un potentiel aussi, comme vous l'avez dit. Si ce n'était pas le cas, ça serait hyper facile de s'en débarrasser. C'est bien parce que ça a un potentiel de fou et des bénéfices de fou, mais une contrepartie climatique énorme qu'il nous faut gérer, qu'il y a bien un sujet. Je pense que la balance, il faut vraiment la voir formulée de cette façon-là. Et pour y répondre, alors il y a vous en avez parlé des arguments de comment on s'approprie le sujet, etc. Évidemment, vous me voyez venir, moi je milite pour un pilotage quantifié de ce truc-là. Donc, comme toutes les organisations, entreprises, administrations de France, il y a une empreinte carbone, il y a des objectifs carbone, l'IA, ça rentre là-dedans, et puis on pilote sa trajectoire normalement. Il faut s'imaginer l'IA comme une voiture, comme un avion, et ça se pilote de la même façon, et ça se décarbone de la même façon. À l'échelle individuelle aussi, une empreinte carbone individuelle, les services numériques, c'est pareil, et ça rentre de la même façon. Il faut avoir des approches, et peut-être que sur le sujet de l'adaptation, et vous allez en parler, il y a des approches, il y a les scientifiques qui ont à leur main de pouvoir travailler sur des leviers de quelles fonctionnalités on met dans nos modèles d'IA, comment on les conçoit. Mais après, il y a aussi tout le travail de déploiement, comment on la déploie. Et là, c'est pas un usage de l'IA générative dont on parle, c'est le déploiement massif et généralisé. Et là, il faut avoir des approches un peu comme pour le plastique. Le plastique, c'est productif, ça amène ça. Est-ce qu'à la maison, je peux faire du zéro déchet tout en étant content d'avoir ma poche de perfusion à l'hôpital ? Probablement que oui, et c'est probablement vers ça aussi qu'il faut qu'on puisse tendre tranquillement. Très bien, écoutez, ça c'était on a un peu planté le décor, hein, vous avez vu avec les deux faces de cette même pièce.
On va rentrer dans le plus positif, hein, et notamment en donnant la parole à Claire Monteleoni. Donc là, en fait, vous allez nous montrer en quoi l'intelligence artificielle permet une meilleure compréhension du monde et surtout permet de traiter la question du réchauffement climatique. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler en quelques minutes également du programme ARCH que vous avez lancé? Alors, je précise pour notre auditoire que vous êtes américaine et merci de faire l'effort de vous exprimer en français. Oui. Depuis presque 2 dizaines d'années, je visais à utiliser les bienfaits de l'IA pour confronter le changement climatique. En fait, je suis formée dans l'IA. Mon doctorat, c'était dans l'apprentissage automatique. Ça veut dire concevoir les algorithmes et les modèles pour analyser les bases de données mieux, mais pour prédire. Maintenant, on fait aussi l'IA génératif, mais on le fait sur mesure. On n'utilise pas les grands outils déjà entraînés. On cible avec les données qui fait du sens pour le projet et on entraîne nos propres modèles là, qui sont beaucoup moins consommateurs. ARCH, ça veut dire ARCHES, AI Research for Climate Change and Environmental Sustainability. Ça veut dire recherche avec des outils IA pour mieux confronter le changement climatique et pour concevoir des solutions pour faire plus durable écologiquement les solutions qu'on propose. Et la recherche se déroule sur 3 axes: niveau adaptation, atténuation et analyser les impacts aux grandes échelles de temps. Et par exemple, quelques partenaires collaborateurs ou les experts dans les domaines que nous donnent les enjeux. Pour adaptation, on travaille sur mieux prévoir le météo et on focalise sur les événements extrêmes comme les feux de forêt et les ouragans. On a besoin des outils IA pour ça. C'est d'actualité, là, hein, les feux de forêt. Oui, oui. Et aux États-Unis, une grande inondation très fatale. Et si on peut avoir des outils IA pour mieux prévoir et l'usage de génératif, ça veut dire qu'on peut visualiser beaucoup de scénarios probables et pas faire une moyenne qui n'est pas probable. Par exemple, quand on a un chemin d'ouragan, soit ça va dans le Golfe ou dans l'océan, ou soit ça va sur Floride. Ça fait pas du sens de faire une moyenne entre les 3 chemins parce que ce n'est pas une chose réalistique physiquement. Alors, on peut avoir un ensemble de prévisions générées avec l'IA génératif. Ça veut dire qu'on entraîne les mêmes modèles génératifs qui ont été conçus dans mon champ de travail, mais pas entraînés sur le texte, pas entraînés sur les vidéos YouTube, entraînés sur les champs météo comme la pression, les vents, l'humidité, les précipitations et tout, pour mieux prévoir les chemins de ouragan, par exemple. Par exemple, on a un partenaire maintenant, AXA Recherche. Il vise à utiliser l'IA pour diminuer l'incertitude dans les prévisions qu'on a pour les catastrophes naturelles. Niveau atténuation, qu'est-ce que sont les actions qu'on peut prendre dans les prochaines années pour diminuer notre émission de carbone? Là, on a quelques projets avec le EDF. Peut-être vous ne savez pas que ce n'est pas que la température qui augmente.
tout le météo, les circulations sont à menace de changer et déjà on a des données que, par exemple, on avait cette canicule très très longue parce qu'il y avait une pattern de pression qui était très très stable et stationnaire et ne bougeait pas. Et en fait, par exemple, les vents, les circulations de vent, ça change. Alors, les éoliennes actuelles, est-ce qu'ils sont dans les bonnes positions pour l'avenir? Peut-être pas. Peut-être on a déjà investi dans les éoliennes, dans les lieux pas très optimaux avec ce changement. Alors, ils visent pour nous d'utiliser notre IA, les prévisions faites par des modèles avec de la physique et on exploite avec le IA les données actuelles et de le passé et avec aussi les prévisions physiques pour mieux prédire où sont les vents forts de l'avenir et où est-ce qu'on doit mettre les éoliennes. Aussi, ils sont sachant qu'on doit reconcevoir même les éoliennes parce que le vent moyen diminue, mais le vent très rare augmente. Et quand on a un vent très intense, les éoliennes actuelles, ils doivent être arrêtés. C'est pas dans leur intervalle d'efficacité. Je donne autre exemple? Oui, OK. Le troisième axe, c'est plutôt les impacts long terme. Normalement, on a le GIEC. En anglais, c'est la IPCC, le Intergovernmental Panel on Climate Change, qui donne des conseils à l'ONU sur le changement climatique. Là, ça traite les grands modèles physiques qui simulent l'atmosphère, l'océan, la cryosphère et les processus sur Terre, les interactions et tout. C'est complètement tout. C'est très fiable au niveau des principes scientifiques, mais le défi de simuler au niveau dans les grandes échelles du futur et aussi en même temps à une granularité spatiale, c'est très difficile avec ces modèles-là. Alors, on monte les prévisions de modèles avec le IA pour mieux exploiter les données qu'on a déjà, par exemple, de télédétection et tout, pour qu'on peut diminuer l'incertitude dans les prévisions au long terme de ces modèles comme Jacques. Et là, j'ai quelques projets de NASA aux États-Unis qui a des questions très, très difficiles. Qu'est-ce que sera la tendance de niveau de mer, mais spécifiquement à quelques îles dans le Pacifique? Alors, c'est 30 ans dans l'avenir, c'est une grande demande. Ça fait pas mal de recherches pour nous. Et après les approches, je peux expliquer quelques approches qu'on a déjà faites. Et ils sont des approches pour mieux analyser et prévoir et générer des nouveaux scénarios utilisant l'IA. Par exemple, downscaling, ça veut dire, par exemple, les modèles GIEC, ils mettent toute la France dans une boîte de simulation. Alors, on a un chiffre d'humidité pour chaque pas de temps pour toute la France. On sait que déjà, on a des feux dans le sud. Ici, il a plu. Alors, ça va pas. Et on peut downscaler grâce aux quelques méthodes IA qu'on a conçues dans notre groupe et dans les autres groupes avec les très fines et très hautes résolutions qu'on a sur les données, par exemple, télédétection, mais que dans le présent et le passé. On n'a pas aucune donnée de futur, évidemment. L'autre type, c'est de mieux fusionner les données de sources multiples. Maintenant, la télédétection
de plus en plus, c'est fait avec les constellations de satellites. Ça veut dire qu'on aura une dizaine de petits satellites qui, peut-être, ils mesurent la même chose, mais d'autres, de quelques points de vue. Alors, on n'a pas forcément alignement de grille spatiale, temporelle, mais quand même, on veut exploiter cette base de données. On vient de concevoir un algorithme pour ça qui est assez général. Et finalement, sur la frugalité et en fait aussi l'accessibilité, parce qu'il y avait une révolution dans la prévision de météo dans les derniers 3 ans avec l'IA, le réseau de neurones profondes et maintenant l'IA même génératif. Et le Centre européen de ICMWF était le premier à sauter sur cette révolution. C'est très bien maintenant, ils ont des prévisions avec IA et sans. Et chaque jour, les humains très, très formés dans ça, ils regardent chaque carte pour bien vérifier. Mais ce qu'on a observé, c'était que le Google DeepMind et le Huawei, les grandes entreprises qui ont pas mal des pouces de compute, les grands ordi, beaucoup d'argent pour mettre sur ça. Ils ont conçu le modèle plus performant. Alors, dans mon équipe, maintenant, on a Arches Weather et on a montré qu'on peut entraîner un modèle un petit peu simplifié et entraîner sur une maille moins fine. Mais maintenant, on est performante, concurrente avec les 2 mieux modèles de Google, mais en utilisant une petite fraction pour l'entraînement. Et c'est pas quand même très important en France parce qu'on a l'électricité assez verte, on peut dire. Mais juste pour montrer pour le secteur public qu'on peut quand même entraîner les modèles légers et quand même prévoir le météo. Très bien, écoutez, merci pour toutes ces précisions. Et on voit effectivement l'étendue des travaux que vous menez. Effectivement, j'étais frappé sur ce que vous disiez sur les éoliennes, hein, effectivement, qui doivent maintenant gérer à la fois le très peu de vent et puis à l'inverse des tempêtes. Et donc, voilà, rien qu'avec cet exemple-là, on voit bien la profondeur des travaux que vous menez. Sans attendre, je vais passer la parole à Laurent Félix. Donc, vous avez annoncé le lancement de ChatGPT Climat. Quelle est sa vocation? Quelle est son ambition? C'est quand même assez énorme. Donc, bonjour à tous. Cette fois, je prends 2 secondes pour me présenter. Je suis le directeur général d'Equimetrix, qui est une société française d'une 20aine d'années et qui fait de l'IA pour ses clients entreprises. Et je suis aussi vice-président de la Convention des entreprises pour le climat, qui est une association qui aide les dirigeants à transformer leur modèle d'affaires pour le rendre plus durable. Pardon. Et donc, on a lancé avec Equimetrix Climate Q&A, qui est un outil, disons, qui rend accessible les 12 000 pages écrites en tout petit de l'AR6 du GIEC à nous, c'est-à-dire nous, le commun des mortels, avec différents niveaux. On peut être soit utilisateur lambda, soit professionnel du climat, soit même un enfant. On a une intelligence artificielle qui s'adapte un peu à son auditoire. C'est un outil qu'on a lancé il y a quelques temps maintenant, mais sur lequel on investit régulièrement chaque année pour le rendre meilleur. Et on est en discussion étroite avec les futurs auteurs du GIEC de la R7 pour en faire un outil de diffusion du GIEC. L'intérêt, c'est de pouvoir vraiment aller du plus macro au plus détaillé, en allant chercher toute la matière du GIEC. Et pardon d'être un peu pragmatique et terre à terre, il y a beaucoup de choses intéressantes dans les notes de bas de page,
Il y a beaucoup de choses intéressantes dans les graphes, dans les tableaux. Et de faire une IA qui va chercher tout ça, je peux vous dire que c'est pas facile. On s'est cassé les dents, nous, longtemps dessus. Maintenant, ça y est. Les données de tableau, on a encore quelques petits soucis. Mais voilà, donc on a un cycle de recherche, c'est quelques centaines de milliers d'euros par an de recherche juste sur ce sujet-là, pour mettre à disposition les rapports du GIEC. Voilà. Donc on peut... tout à l'heure, j'ai pu paraître anti-IA, c'est pas du tout mon cas. Non, je suis pro-IA à partir du moment où on a une bonne intention. C'est un formidable outil, on l'a tous dit. À partir du moment où on l'utilise intelligemment, c'est ce que Madame fait à l'INRIA, par exemple, c'est quelque chose qui est avec des bénéfices de fou, comme disait Marlène. Voilà. Après, la question, et pardon de revenir un peu là-dessus, Gilles, c'est l'intention qu'on y met. Et que, parce que quand on regarde l'utilisation qui est faite aujourd'hui de l'IA, par les 90% de l'utilisation est, entre guillemets, à peu près inutile. Pour l'intérêt général, par exemple. Et donc c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que les acteurs de l'IA, dont j'ai la chance de faire partie, promeuvent une utilisation qui soit, pour l'intérêt général, pour le moins utile. Ça peut être aussi des intérêts particuliers, mais au moins utile. Vous parlez de promotion, là, j'ai vu que vous étiez présent dans 40 pays. J'ai vu que vous aviez également un bureau à Paris, Paris, New York, Hong Kong. Alors, petite question, les sujets qui nous traversent ici, comment ils sont perçus dans les pays dans lesquels vous êtes? Est-ce que voilà, il y a les mêmes travaux, les mêmes recherches, les mêmes envies ou pas? Mais, enfin, alors, j'imagine que la réponse va être plus complexe que ma question. Oui, moi encore une fois, j'ai le prisme entreprise. Je suis en entreprise, mes clients c'est les entreprises. La plupart sont privés, même si je travaille aussi, j'y reviendrai tout à l'heure, par exemple en collaboration avec le CEREMA, l'ADEME, l'OFB et autres, et le CGDD. Mais pour ces clients entreprises-là, la sensibilité, elle n'est pas fondamentalement, je trouve, liée au continent. C'est-à-dire que mes clients américains, certains d'entre eux ont compris que le développement durable était un levier de performance à long terme. C'est ce que j'essaye de défendre en termes de thèse. De dire qu'on n'a pas le choix parce que de toute façon on se prend les limites planétaires dans le nez, on n'a pas le choix parce que de toute façon il y a des conflits d'usage qui font que on ne pourra pas faire de mobilité électrique si on fait trop d'IA, ou on ne pourrait pas décarboner la scierie ou la cimenterie si on fait trop d'IA. Donc il y a une question de résilience de business et une question de performance à moyen terme. Donc à partir du moment où des dirigeants ont compris ça, c'est beaucoup plus facile. Et oui, c'est sûr qu'en Europe, j'ai le sentiment qu'il y a un peu plus de dirigeants qui sont éclairés de cette manière-là, en particulier dans les grandes entreprises, qui sont plutôt mes clients. Moi, dans la Convention des entreprises pour le climat, c'est plutôt des plus petites entreprises. Et pour le coup, elles ont compris ça un peu nativement, mais je ne crois pas que ce soit représentatif du tissu économique où finalement on essaye simplement d'être à peu près rentable et de finir son mois, oui, c'est ça, oui. En particulier dans le tissu PME français. Mais je trouve que la sensibilité, elle n'est pas tant, je ne dirais pas aux États-Unis, les gens s'en fichent parce qu'ils ont un président qui s'en fiche. Et en tout cas, ce n'est pas le cas de mes clients, honnêtement. Il y avait un grand événement du marketing, donc très, très mercantile, qui a eu lieu à Cannes il n'y a pas si longtemps que ça, et certaines de mes équipes y étaient. Et beaucoup d'entreprises américaines y étaient, anglo-saxonnes y étaient. Et en fait, ils sont très, très conscients de ça, sauf qu'ils le prennent de manière business. C'est pas pour le bien de l'intérêt général ou pour un enjeu sociétal. Ils disent, moi, en tant que business, et finalement, c'est pas plus mal, parce que c'est le meilleur levier pour eux de transformation. En tant que business, je considère que si je prends intelligemment la question des limites planétaires, j'aurai une plus grande résilience et une plus grande performance. Alors, c'est ma marotte, parce que c'était mon sujet de thèse en 95, c'était développement durable et compétitivité des entreprises européennes, ça remonte. Alors justement, on parle de compétitivité des entreprises, où on voit bien que c'est quand même le moins-disant environnemental, social, sanitaire, fiscal, qui a quand même une tendance à déterminer le jeu des acteurs économiques. Donc là, malgré tout, vous arrivez avec vos entreprises à vous faufiler là-dedans et puis faire en sorte qu'ils prennent la bonne direction. Il y a plusieurs niveaux de réponse à cette question-là, Gilles. C'est pas facile, puisque notre logiciel économique est quand même
très porté sur l'euro, le dollar ou le yen, et que finalement, pour attirer des fonds, il n'y a que ça qui compte, ou très largement que ça qui compte. Même si il y a beaucoup de fonds aujourd'hui qui sont avec des scorings ESG des entreprises qui commencent à flécher les investissements sur les entreprises les plus vertueuses, puisqu'elles considèrent que c'est encore une fois les plus pérennes. Ayant dit ça, il y a deux niveaux de réponse. Un premier niveau que je vais prendre ma casquette Equimetrix et l'autre je vais prendre ma casquette CEC. Côté grandes entreprises, je peux vous donner un exemple d'utilisation vertueuse de l'IA. On aide un grand retailer anglo-saxon à utiliser la CSRD comme levier de transformation et de décarbonation. C'est-à-dire qu'on regarde... CSRD pour notre public. Pardon, la réglementation européenne qui s'appelle Corporate Sustainability Reporting Directive, qui oblige les entreprises à rendre compte de leurs avancées en matière d'empreinte environnementale et sociale. Et donc, ce grand retailer anglo-saxon, mon IA générative l'aide à remplir son questionnaire CSRD, c'est à peu près 1200 points de données. Mais, donc ça, c'est déjà un avantage. Mais surtout, sur chacun d'eux, l'IA lui dit, voilà où en sont les autres acteurs de ton secteur, voilà où tu devrais en être par rapport aux engagements de décarbonation que tu as pris, et voilà les actions que tu dois faire pour aller vers cette cible-là. Donc j'utilise moi cet outil-là non seulement comme un formidable outil de reporting et de fiabilité de cette CSRD, mais surtout comme un outil de transformation. Voilà, premier élément de réponse. Et le deuxième, donc c'est plutôt pour les grands comptes et les grands comptes, ils marchent quand même beaucoup comme ça. Ils marchent beaucoup à la régulation, à la compliance et aujourd'hui c'est quand même le moteur principal. Deuxième niveau de réponse, plutôt sur le tissu PME. Là, je prends ma casquette CEC. C'est difficile quand on est une entreprise de taille intermédiaire, disons, de effectivement se priver d'un certain type de clientèle, de couper certaines lignes de service ou de produits parce qu'elles sont trop émettrices, ou de sélectionner les fournisseurs les plus vertueux parce qu'ils sont plus chers. Donc c'est un casse-tête. C'est un casse-tête de le faire tout seul. Et ce que je défends à la Convention des entreprises pour le climat, c'est de le faire à plusieurs. C'est-à-dire de mettre en œuvre des collaborations avancées qui permettent justement de mettre en commun des moyens et d'envisager des modèles, y compris avec certains concurrents. On peut faire de la collaboration avancée avec certains concurrents sur certains sujets. Il faut un peu s'ouvrir là-dessus. Et la seule façon que j'ai trouvé de s'ouvrir, moi, c'est d'être en confiance avec d'autres dirigeants. Et donc j'essaie de montrer le bon exemple sur la filière du numérique français avec 4 autres camarades. Mais grosso modo, c'est ce que je défends à la CEC. C'est alliez-vous au sein d'une filière pour montrer qu'au sein de cette filière, vous pouvez développer des modèles alternatifs, intermédiaires, en mettant en commun des moyens, en rapprochant de l'offre et de la demande et en étant beaucoup plus vertueux, voire en développant des services plus vertueux, parce que vous avez de la R&D que vous pouvez mettre en commun, etc. Voilà. Et donc, et je pense qu'à des petites échelles, c'est intéressant de le faire. Une petite dizaine d'entreprises suffit en fait pour commencer à montrer que ça marche, avant de pouvoir l'étendre. Voilà, c'est la thèse que je défends à la CEC. Merci Laurent. Donc là, on a abordé avec Laurent le volet plutôt entreprise à l'international. Donc là, on va revenir. Alors, ce qui est d'ailleurs l'intitulé même des matinales prospectives, qui est quelles adaptations au changement climatique dans les territoires. Donc on va bien atterrir dans les territoires avec Pascal Berthaud, qui est mon directeur général. Eh bien, au CEREMA, on a CEREMA AI, on le prononce à la française, j'imagine, chez nous, qui est un programme, j'allais dire, ambitieux d'expérimentation et de déploiement de l'intelligence artificielle. Alors, à la fois, je pense que c'est pour gagner sûrement en productivité, mais aussi pour proposer au territoire une expertise nouvelle, augmentée. Et donc, question assez simple, quelle place a l'intelligence artificielle dans la transformation des métiers du CEREMA et puis quelle place elle a aussi dans la planification écologique territoriale que l'on espère plus réactive et adaptable. Merci. Peut-être avant, juste un petit mot de commentaire sur ce qu'a dit Laurent, parce que
En fait, on voit bien que le sujet sur l'IA, c'est justement la confiance qu'on peut avoir parce que ça manipule des tonnes de données et dans ces données-là, il y a à boire et à manger et du coup, on n'est pas trop sûr. C'est vrai que nous, on a, c'était le clin d'œil de Laurent, avec nos amis de l'ADEME et puis avec d'autres maintenant, on a justement essayé de lancer un outil d'AI pour justement interroger nos bases de données. Je veux dire, on a énormément, notre métier quelque part, c'est de produire de la connaissance utilisable par tout le monde. Donc on a des bases de données, des bases documentaires énormes, et donc on a bâti un outil qui permet d'aller attaquer ces bases de données, et on est en train effectivement derrière d'y agglomérer toutes les données publiques, et c'est finalement cette notion de, j'allais dire, d'IA certifiée, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, mais d'une IA dont on est sûr qu'elle travaille sur des données qui elles-mêmes sont validées. Et c'est vrai que ça donne des résultats, je dirais, assez extraordinaires comme toute l'IA, mais en plus avec la sécurité. Alors c'est vrai que au CEREMA, l'IA pour nous, on le voit à travers 3 prismes. Hein. Le premier prisme, ça a été peu évoqué d'ailleurs, c'est assez marrant, c'est l'augmentation de productivité. Moi je suis à la tête d'une boîte de 2500 personnes, faut arriver à faire la paye tous les mois, et la productivité, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Nous, on a développé un plan interne, effectivement, de mise en place d'IA. Alors, à la fois avec, sur toute la partie fonctionnement, RH, tout ça, des chatbots, des agents conversationnels, etc. Avec, évidemment, tout un tas d'outils assez bluffants, d'ailleurs, sur l'outil qui fait le compte-rendu automatique, l'outil qui va faire de l'aide à la rédaction, qui va faire la synthèse une fois qu'on a fait le papier, etc. Je trouve que ça se développe à une vitesse incroyable. Hier encore, c'était une démonstration d'un outil de traduction automatique de vidéos où c'est absolument extraordinaire. Vous enregistrez votre truc en français, on vous le remet en coréen et avec les lèvres qui bougent, effectivement. Enfin, et puis évidemment, on a lancé un certain nombre de chantiers aussi sur nos métiers, que ce soit par exemple le traitement d'images. On a beaucoup d'inspections d'ouvrages d'art avec, je dirais, au départ, il fallait des gens qui descendaient en rappel le long des piliers pour aller voir dans quel état il était. Après, on a mis des drones et maintenant on met de l'IA qui est capable d'analyser les images des drones. Enfin, ça va très très loin. Et évidemment, sur des outils financiers, et puis comme on travaille beaucoup sur des bases de données, on commence à voir apparaître des outils qui permettent de compenser les données manquantes. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Donc on a lancé ces chantiers-là. On a évidemment des chantiers sur de l'IA prédictive, hein, de la modélisation, qui pour nous est un peu quand même le cœur de nos métiers, avec là aussi des éléments de plus en plus forts. Et puis, au-delà de ces aspects métiers, on va plus loin, puisqu'il se trouve que le CEREMA, c'est aussi un organisme de recherche, et on s'aperçoit que dans finalement tous nos projets de recherche, il y a une composante IA, que ce soit des projets de recherche sur la prédiction du comportement des matériaux, on s'occupe beaucoup des matériaux routiers, etc., que ce soit la gestion des risques naturels géologiques, la prédiction de ce qui va se passer sur les infrastructures routières. Enfin, je dirais dans finalement quasiment tous nos sujets de recherche, effectivement, on a introduit un volet IA parce que, et évidemment, ça permet de démultiplier de façon assez fantastique les résultats. Donc, je dirais, nous, l'IA, dans un organisme comme le CEREMA, on le voit à la fois comme un progrès sur le contenu très, très fort, et à la fois un outil de gain de productivité. Dans notre plan quadriennal, on s'est fixé comme objectif assez raisonnable de gagner 10% de productivité. Enfin, 10% de productivité sur un organisme de 2500 personnes, ça fait l'équivalent de 250 personnes quand même. Hein.
Non, mais c'est comme ça. Ouais, et alors, l'objet, évidemment, on a un organisme public, c'est pas pour avoir 250 personnes en moins. C'est justement pour faire 10% de choses en plus. D'ailleurs, on a un débat avec le gouvernement. On pense qu'il faudrait qu'on augmente un petit peu de taille. Évidemment, le gouvernement, lui, il nous dit non, mais moi, j'ai pas de sous. Voilà. Mais justement, l'IA, c'est une façon de traiter ça et d'arriver finalement à faire plus avec les mêmes effectifs. Bien, donc, enfin voilà, je constate qu'effectivement au quotidien, ça bouleverse quand même effectivement pas mal de choses, mais positivement hein, dans la performance de nos équipes. Et il faut vraiment peut-être un point, Gilles. Alors le CERMA, c'est quand même à la base, c'est une boîte d'ingénieurs. Hein. Il doit y avoir 1200 ingénieurs sur les 2500 personnes. Donc c'est vrai que c'est un peu facile pour nous dans la mesure où les salariés, ils ont l'habitude de la technique, c'est leur métier, c'est ça qui les fait kiffer. Enfin voilà, je veux dire, donc pour le coup, ça permet effectivement d'aller assez loin, assez vite. Alors là, on approche de la fin de cette session avant de vous donner la parole et donc commencer à aiguiser vos questions pour nos intervenants. Mais bon, là aussi, c'est un sujet qui me préoccupe et que j'ai à peu près cité, je pense, dans toutes les matinales, c'est que moi, je vois, grâce à l'IA, une capacité de chaque citoyen à avoir des connaissances qui peuvent être assez approfondies sur tout un tas de sujets, sur tous les sujets quasiment, avec une grande facilité. Et donc, j'ai démarré tout à l'heure en disant que tout ça n'avait pas encore été bien pris en compte dans nos organisations. Et donc, du coup, le côté bénéfique, c'est que ça peut effectivement faire en sorte que nos concitoyens aient conscience des enjeux. Et là, on est sur les enjeux climat, etc. Donc, hein. Mais inversement, on l'a vu avec le Covid, c'est-à-dire avec les mêmes données, le citoyen peut arriver à des avis radicalement différents parce que sur Internet, vous avez tous les avis contradictoires et l'IA ne donne peut-être pas forcément toujours le vrai du faux. Hein. J'ai pu vérifier que des fois, il inventait des trucs. Bref, ma question, c'est est-ce que ça va positivement changer le rapport du citoyen aux enjeux environnementaux qui nous intéressent aujourd'hui, ou est-ce que ça peut aussi, et on le voit dans certains pays, hein, dériver négativement? C'est la question un peu finale. Comment vous appréhendez ce point? Je vois que Gabrielle... Il y a plusieurs choses. C'est que dans l'exemple qui nous a été donné, on montre bien que la base de connaissances de départ est importante parce que la base de connaissances, c'est une base de confiance. Et c'est pour ça qu'il y a ces outils-là, en fait, qui sont conçus dans chacune des organisations quasiment que vous avez entendues. La problématique pour le citoyen, c'est que notre base de connaissances, elle est aujourd'hui, en tout cas dans les outils de langage comme Mistral, ChatGPT, c'est qu'on ne maîtrise pas cette base de connaissances, on ne maîtrise pas en fait la structuration de la confiance en fait, qu'on peut donner à cet outil-là. Et vous l'avez dit, quand on pose des questions, il y a des réponses qui sont fausses et il y a des hallucinations. Et la problématique aujourd'hui, elle est justement comment on garde l'équilibre entre l'éducation, la culture que l'on donne aux concitoyens, que l'on laisse accessible, et la place de l'instruction et de la formation. Monsieur, vous l'avez dit aussi, c'est important de savoir accéder à ces informations pour qu'on puisse avoir du discernement face à l'outil, face à la réponse donnée par l'outil. Quand on est un expert d'un certain domaine et qu'on communique avec ChatGPT, avec Mistral, avec Claude, avec d'autres, il y a des moments où on se dit « c'est juste pas possible qu'on me réponde une ineptie pareille ». Quand on ne connaît pas, on se dit, au regard de la base de connaissances que ChatGPT ou que Claude d'autres ont, c'est sans doute vrai. Et comment est-ce qu'on fait le discernement là-dedans? Et c'est là où je pense que dans l'équilibre aussi de l'usage de l'intelligence artificielle générative, c'est ChatGPT n'est pas un moteur de recherche. Et ça, c'est important aussi de se le dire. C'est que quand on va sur un moteur de recherche, on arrive sur des sites qui sont des sites sources. Et on sait d'où vient l'information, par exemple. Je peux monopoliser la parole.
peut-être pour continuer et reprendre le fil de votre question, malheureusement, plus on est instruit et plus on a accès aux données, plus on est capable de construire des raisonnements motivés. C'est ça. Et donc, si on veut travailler sur est-ce qu'on a envie dans le débat public d'avoir des raisonnements motivés ou pas, c'est pas tant une question d'outils, de base de données, etc. C'est tout le reste du soubassement de la société qui est à l'œuvre. Pascal ? Peut-être petite anecdote, au moment du Covid, moi j'avais été très très frappé de voir sur Facebook 2 posts l'un après l'autre. Alors le premier, c'était un post de 12 prix Nobel de médecine qui expliquait pourquoi il fallait se faire vacciner, etc. Certes, il y avait des risques, mais les enjeux étaient plus forts. Voilà. Et juste en dessous, il y avait le post de Vanessa 32 qui disait « Moi, je sais, tout ça, c'est pour nous empoisonner ». Et ce qui est terrible, c'est que les 2 posts avaient exactement la même valeur, je veux dire. Et je pense que l'IA, on arrivera à s'en sortir si on est capable, justement, d'abord d'accéder aux données de base, ou de savoir quelles sont les données de base et de travailler sur des données de base dont elles ont une certaine certification. Bon, donc c'est effectivement ce qu'on a lancé, mais je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira, parce que sinon, effectivement, on peut très vite arriver à faire Docteur Folamour. Mais après, moi, je suis un grand optimiste, donc j'ai confiance dans l'humanité et je suis sûr que tout ça va se réguler justement par la qualité des sources, en fait. Regardez, les journalistes, c'est pareil, je veux dire. Dans les médias, il y a eu des trucs absolument tout et n'importe quoi. Et puis, il y a eu des gens qui faisaient derrière, qui vérifiaient, qui faisaient du fact-checking, du machin. Et on arrive à quelque chose qui aujourd'hui fonctionne à peu près correctement. Donc tout ça va se réguler. Mais ça, c'est le sujet de l'algorithme de recommandation et pas le sujet de la génération de connaissances. Et sur le sujet de l'algorithme de recommandation, tout est dans les paramètres du réglage de l'algorithme, quoi. Les utilisateurs des outils d'IA doivent être connaissants que on a des biais et des contraintes et limites posées par les données d'entraînement. C'était déjà indiqué. Mais ça existe même dans le champ de météo et climat. C'est très, très intéressant. Normalement, je montre une carte faite par un météorologue américain qui a mis deux bases de données. Un, c'était que les statistiques sur les Américains Black, Indigenous and People of Color, alors les Africains-Américains, dont les comtés, le pourcentage. Et sur cette carte, il a aussi noté les cercles qui étaient les radars météo. Et dans la légende, il a décrit que la plupart des comtés avec haute population africaine-américaine n'étaient pas même couvertes par des radars météo. Ça veut dire, pour donner les prévisions météo des orages ou autre chose, on n'avait même pas les données dans la base de données. Et sûrement, c'est un problème politique, c'est un problème d'un héritage de racisme climatique. Mais ce que je vise à faire avec l'IA, c'est de apporter les bienfaits et les connaissances de les parties avec le partie du monde ou la période de temps avec beaucoup de données dans les intervalles de temps ou les parties du monde avec faibles données. Et l'IA peut aider. C'est pas la solution, mais quand on n'a pas les administrations qui visent à changer les situations,
On peut utiliser aussi l'IA pour améliorer. Par exemple, si on a un produit de données télédétection, on peut entraîner un modèle qui traduit la télédétection à une simulation, un proxy pour le radar de météo, et ça puisse aider dans les écarts qu'il y en a sur la carte. Mais c'est un vrai enjeu. On a les biais, même dans les produits météo, à cause de l'inégalité de données. Laurent? Oui, j'ai un petit rebond à faire sur ce que a dit Pascal et après un commentaire sur la partie données. Sur la partie journaliste, on a mené un projet avec Reporters sans frontières et l'Alliance Presse en tant qu'Equimetrix qui visait à augmenter le journaliste sur la connaissance climatique, avec la capacité de mettre à disposition des journalistes un corpus scientifique vérifié et qui fait consensus scientifique, et tout un corpus législatif, c'est-à-dire grosso modo l'ensemble des textes de loi impactés par la loi Pacte. Et ça, au début du projet, j'avais les rédacteurs en chef vent debout contre l'IA. Vent debout. Vous allez nous prendre notre job, etc. Et en plus balancer des fake news dans tous les coins. Aujourd'hui, regardez, tapez sur Internet Reporters sans frontières Spinoza, c'est le nom du projet. Il y a une quarantaine de rédactions qui l'utilisent au quotidien. Et donc, parce qu'ils ont vu qu'ils pouvaient aller déjà interroger, donc se faire une première idée, et puis après, grâce à cet outil-là, aller chercher la source et d'aller se faire leur propre opinion sur la source à l'endroit où il faut, etc. C'était mon petit rebond, et je me permets une autre remarque sur la partie données, qui est en particulier quand on parle des territoires, effectivement, garbage in, garbage out, il nous faut des données de qualité, des données géographiques, il nous faut des données sur l'ensemble des paramètres d'un territoire, les infras, la partie sociale, etc. Il y a eu hier la mise à jour, disons, d'une initiative du SGPE, du secrétaire général à la planification écologique, qui s'appelle Données numériques. J'ai pas eu le temps de regarder encore ce qu'il y a dans la mise à jour, mais ça promeut quelque chose que j'aime beaucoup, moi, qui est des plateformes de données centrales par usage, se déplacer, se nourrir, se soigner, etc. Et des plateformes de données qui sont régies par la puissance publique sur les couches basses, sur la partie sécurité et notamment sur la qualité de la donnée, qui garantit que ces données-là, quand on ne veut pas qu'elles soient diffusées à tout le monde, parce que c'est possible que dans la gouvernance des données, certains ne veulent pas tout mettre en open source, ça a aussi une valeur monétaire quelque part. Et que par-dessus ce socle-là, à la fois d'infrastructures et de données, il y ait les privés qui viennent construire des services, notamment avec de l'IA, et si possible de l'IA bien fait. Donc voilà, je m'arrête là, mais tout ça pour dire que regardez cette initiative-là, pour moi, essayer de mettre en mouvement des filières autour de plateformes comme ça, c'est aussi un vecteur de succès. Bien, alors on a quand même le temps de répondre à quelques questions. Alors monsieur... Premier rang, ensuite il y a Madame je me permets de réagir, rebondir aussi sur le point de vue de Claire Monté-Léoni, qui est très, très important, parce que le biais, je ne vois pas comment on peut corriger le biais, puisqu'il y a des territoires, et je parle des continents où il n'y a pas de données du tout. Je pense à l'Afrique, un peu particulièrement, où il n'y a pas de données, ou pas de données structurées. Et il y a un rapport de la FD d'ailleurs sur l'Afrique qui dit que l'IA n'intègre pas les langues locales, etc. Donc il n'y a pas de données. Et biais renforcé dans le fait que l'IA finalement se nourrit des réponses, une interaction qui est faite avec les personnes, enfin les utilisateurs, c'est ça, me semble-t-il. Et comme les utilisateurs sont principalement anglo-saxons, on a un surbiais anglo-saxon, et ChatGPT justement qui est obligé de faire des champs, par exemple à Madagascar, pour qu'il y ait des gens qui répondent en français. Donc je ne vois pas comment on arrive à corriger ce biais qui est fondamental. Il y a les données et l'interaction qui renforcent le biais, en fait. Alors, on va prendre la question de Madame qui est derrière. Comme ça, on va prendre une série de questions et après, on aura les réponses de nos intervenants. Oui, deux questions. La première, pour Claire. Je me présente, Dominique Leglu, je suis la présidente de l'Association française pour l'avancement des sciences et ancienne directrice éditoriale de la recherche et sciences et avenir. Donc, la question avec les journalistes.
Je comprends. Alors, la remarque de Gabriel Gay tout à l'heure, très importante. ChatGPT n'est pas un moteur de recherche. Or, les dernières analyses montrent que les usages de tout un chacun ou toute une chacune, c'est justement de l'utiliser comme un moteur de recherche. C'est très énergivore et on voit pas. Moi, je ne vois pas comment vous pourrez l'arrêter, même si vous faites beaucoup de formation et d'instruction à l'école. Donc ça, j'aimerais votre réaction là-dessus. La deuxième question, c'est pour Claire Monteléoni. Merci de toutes vos explications très précises et du travail fait à l'INRIA qui est de qualité. C'est pour ça que les grandes entreprises se mettent juste à côté pour vous piquer vos meilleurs chercheurs. À quelle maille pensez-vous qu'on puisse arriver pour de la prédiction météo et quand, grâce à l'IA? Parce que c'est en gros, pour les territoires, c'est ce qu'ils demandent. Les villes, même les toutes petites localités, et on parle de territoire, n'est-ce pas? Merci. Alors, il y avait une question de monsieur et monsieur là-bas. Allez-y. Merci beaucoup. Je suis Amman Mohamed, architecte. Je voulais d'abord vous féliciter tous les 5 personnalités, hautes personnalités, et en particulier le directeur de CEREMA que je rencontre souvent dans certaines réunions. Alors, ma question porte sur le fait que Madame la directrice de recherche a parlé des éoliennes. Qu'en est-il pour les constructions durables et les énergies renouvelables, en particulier le solaire photovoltaïque? Merci. Bien, je pense qu'il y a une dernière question, monsieur, et ensuite... Tout d'abord, je voulais vous remercier. Moi aussi, je suis architecte, aménageur du territoire, et vous m'avez tout donné. Alors ça, excusez-moi, je vais aller assez vite. Le premier remerciement va à Marlène sur l'éducation. Et c'est vrai que c'est le fondement et la base. Quand un gamin de 12-13 ans comprend le fonctionnement d'une sinusoïde et peut faire le rapport entre la lumière et le son, on a pratiquement gagné. Ça, c'était une chose. Je voulais vous remercier aussi sur nous avoir réveillés sur la notion de sacrifice, parce que les anciens, que ce soit en Afrique ou ici, lorsqu'ils tuaient un animal pour le manger, ils demandaient pardon. Aujourd'hui, on ne demande pas pardon. Et la troisième chose, après je vais poser mes questions, c'est sur les connaissances, sur la rotation de la Terre, sur l'axe de la rotation de la Terre, parce qu'on parle du réchauffement climatique. Il y a des moments où, dans le cycle de l'humanité, où la Terre est plus proche du Soleil ou plus loin du Soleil. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas expliqué. La première question, je voulais savoir, comment est-ce que vous communiquez pour que nos enfants, nos citoyens, nos concitoyens puissent développer leur esprit critique? Bien. La dernière question, oui. La toute dernière, c'est comment voyez-vous la fabrication d'un outil d'aide à la décision en matière d'aménagement du territoire? Voilà. Bien, merci. Alors, qui veut... C'est pour rajouter une question pour Claire, parce qu'il n'y en avait pas assez. Vous avez parlé de la fabrication de données synthétiques pour essayer de synthétiser des événements rares et extrêmes pour la météo. Est-ce que aussi vous pouvez nous parler de la fabrication de scénarios contrefactuels quand on cherche à attribuer un événement rare et extrême au changement climatique ou pas? Bon, Claire, vous avez été interpellée pas mal de fois. Bon, peut-être l'ordre antichronologique, comme ça, je me recorde. Oui, ce qui est très intéressant, c'est que quand les modèles IA qui émulent les modèles physiques déroulent, c'est très très vite.
Alors, on peut faire beaucoup plus de simulations de l'avenir. Et par exemple, si on émule un modèle IPSL français avec tel ou tel scénario donné par le GIEC, on peut dérouler dans une manière probabilistique qui respecte les données dans lesquelles c'était entraîné, mais à une distribution probabilistique, beaucoup de réalisations d'un seul scénario. Et avec beaucoup de simulations, on peut trouver d'autres événements extrêmes pour les étudier. Mais une autre chose très intéressante, on peut aussi générer, on peut interpoler entre les scénarios que GIEC étude. GIEC étude 3 ou 5 scénarios. C'est peut-être pas assez avec tous les changements qu'on puisse avoir. Et ce qui est très intéressant avec les modèles génératifs, c'est assez technique, on peut conditionner sur les paramètres du scénario dans l'entraînement. Et après, si on a entraîné sur les 5 scénarios, disons, de GIEC, on peut aussi générer des nouveaux scénarios qui sont consistants physiquement entre toutes les variables climatiques. Et après, on peut dérouler beaucoup de modèles IA par que le nôtre sur ces scénarios-là pour avoir un très grand, beaucoup plus de possibilités. En fait, il y a une IA MIP, ça veut dire un Multi-Model Intercomparison Project qui se fait beaucoup dans GIEC, mais dans lequel les modèles sont que des modèles de IA. Et ça, c'est en train d'être conçu. Je ne sais pas si c'était complètement à ton question. Je ne sais pas si par rapport à 2 autres questions, mais monsieur, Oui. en particulier monsieur. Oui, les autres questions de Alors, monsieur. Oui, rapidement, parce que Oui. Bon, au niveau de formation, on a quelques initiatives, par exemple le Deep Learning Indaba, qui vise qui donne des conférences en plusieurs pays en Afrique pour enseigner, pour former les étudiants sur les modèles de Deep Learning. Un grand soutenance vient de Google DeepMind. Et maintenant, il y a aussi le Kipu, K-H-I-P-U, un ancien mot quechua, mais maintenant c'est en Sud-Amérique. Les conférences IA pour former les étudiants, c'était lancé à Montevideo, mais ça a fait Santiago, ça bouge chaque année. Et je crois aussi le Google DeepMind a financé, mais bon. Et l'autre... j'ai quelques, peut-être on peut discuter après pour comment j'ai visé à utiliser l'IA pour diminuer les biais, c'est assez technique. Et pour le météo. Oui, alors pour le downscaling, on entraîne avec une base de données aux fines échelles et grandes échelles. Mais c'est vrai que les données on a n'est pas dans l'avenir. Alors, on peut sauter dans l'avenir avec tel ou tel modèle, soit physique de GIEC, soit maintenant IA. Et on peut regarder le IA entraîné sur les données actuelles, comme le traducteur, comme j'ai dit, pour aller aux fines échelles spatiales. Et je sais que quelques entreprises ont des bases de données assez fines, propriétaires, par une échelle, peut-être 1 mètre comme ça. Et la question de quand, bon, ça dépend de l'entreprise et lesquelles données qu'ils en ont. Bien, écoutez, je
voilà, on a un mois qui est... Juste pour répondre oui, rapidement. allez-y. Pour répondre rapidement, dans le sens Oui. où je vais dire je ne sais pas, pour la question qui est moteur de recherche, etc., en fait, on ne sait pas. Moi, ce que je vois, c'est qu'en tant qu'enseignante, plutôt que de dire ne me rendez pas des recherches, des études faites avec l'IA, c'est plutôt regardons comment on va travailler maintenant avec l'IA. Voilà, ça c'est la base. Pour la partie enfants et citoyens esprit critique, vous allez voir dans les partenaires de AI for Impact une petite association qui justement travaille sur ce point-là, l'éducation à la citoyenneté. Et sur ce gros projet, ça paraissait très important d'avoir Outsiders à nos côtés, puisqu'ils travaillent sur le design et comment on travaille sur design numérique, intelligence artificielle et citoyenneté. Et enfin, pour le dernier point, sur l'aménagement du territoire, il y a de nombreuses expérimentations qui utilisent l'intelligence artificielle sur l'aménagement du territoire pour la prédiction, sur éviter les débordements, les inondations, etc. Et parmi les innovations sur l'intelligence artificielle frugale, vous avez par exemple Amelia, qui est un projet que je trouve moi particulièrement intéressant sur la mobilité, puisqu'ils utilisent par exemple la fibre optique qui est déjà installée dans les territoires pour recueillir de la donnée et pouvoir nourrir la réflexion sur les mobilités durables. Et ils utilisent comme ça pas mal d'infrastructures déjà en fait mises en place et de la donnée déjà existante pour pouvoir nourrir ces réflexions. Voilà, pour répondre courtement. Bien, écoutez, parfait. Alors, je vous propose on applaudisse nos intervenants pour cette 5e matinale. Avant de conclure réellement, donc je voudrais remercier Dorian, qui est le stagiaire de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, sans qui, j'allais dire, une grande partie de l'efficacité de cette organisation ne serait pas forcément au rendez-vous. Et je voudrais aussi quand même remercier Région Magazine et la Banque des Territoires, qui sont tous les deux partenaires. Oui, qui sont partenaires de nos matinales. Voilà, je vous remercie et écoutez, bonne journée à vous tous. Merci. Félicitations pour cette conférence. Comme j'ai un transfert africain, donc je disais que la nature aurait été plutôt avec une vision du Sud. Je me permets de vous donner ma carte avec les questions de migration climatique. En fait, je travaille principalement avec... Parce que là, c'est vrai qu'on et pourtant, il y a des attentes fortes.